Alors maintenant, on a la chance d'accueillir Isabelle Bosman, qui est écrivaine publique. Alors je vais pas vous dire je vais pas vous en dire plus, je vais lui laisser le soin de vous expliquer en quoi ça consiste et l'importance de son intervention dans le cadre de la procédure de protection internationale en Belgique. Bonsoir. Voilà, et bien moi je voudrais vous parler du travail de récit. Alexandre, là, qui vient de parler, a souligné l'importance des déclarations du demandeur, donc du récit qu'il va faire devant les auditeurs. Et plutôt que de travail de récit de vie, je préfère parler de travail de récit de vie, de fuite et d'exil, parce qu'il existe une multitude de formes de récit de vie, pour des propos extrêmement variés aussi. Ici, il s'agit vraiment d'un type de récit particulier pour un motif, un propos bien spécifique. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne l'objectif général de ce travail de récit, il s'agit de contribuer à mettre le demandeur d'asile en mesure de se raconter de façon cohérente et crédible, complète, détaillée, enfin, tout ce qu'il faut pour emporter l'intime conviction de l'auditeur, dans le cadre très particulier d'interrogatoire. Il ne lui sera pas donné, ou très peu, de faire son récit comme il l'entend. On va vraiment l'interroger, le soumettre à un interrogatoire, et il doit faire tout son récit en réponse à ces questions. Acquérir une telle capacité n'est évident pour personne. Alexandre a évoqué déjà un petit peu notamment les émotions, les problèmes psychologiques qui peuvent entamer cette capacité. Alain Van Ouderen va les développer, je pense. Donc c'est vraiment évident pour personne et c'est particulièrement compliqué pour un demandeur d'asile. Plusieurs intervenants poursuivre ce même objectif. C'est pour ça que je dis contribuer à mettre la personne en mesure de se raconter. Il y a notamment l'avocat, il y a le ou les assistants sociaux, il y a éventuellement le psychologue si la personne en a un, mais chacun va travailler avec, au fond, ses propres objectifs spécifiques, ses propres priorités et ses méthodes. Les objectifs spécifiques particuliers du travail de récit, je crois qu'on peut en retenir pour commencer 3. Il s'agit d'aider le narrateur à reconstruire son histoire, à fouiller dans ses souvenirs, les ordonner, retrouver la succession des événements, et aussi à réfléchir aux risques qu'il encourt s'il est renvoyé dans son pays. Que ce soit le pays d'origine ou le pays d'arrivée, dans le cas d'un Dublin, c'est a priori quelque chose qui est même inimaginable pour la personne. Donc il a vraiment besoin d'être aidé à y penser, il va être interrogé là-dessus. Le deuxième objectif, c'est de mettre avec lui ce récit par écrit, parce que la rédaction offre plusieurs avantages. Elle permet d'abord de compléter les souvenirs progressivement, au fur et à mesure, au fil du travail avec la personne. Elle permet de faire apparaître les éventuelles faiblesses du récit du narrateur, les oublis, les choses qui paraissent un petit peu invraisemblables ou difficiles à croire. Et enfin, elle permet de produire un document que le narrateur pourra remettre à son avocat et qui facilitera beaucoup, je pense, le travail de l'avocat. Troisième objectif, c'est aider le narrateur à s'approprier la procédure dont il est l'objet et très souvent le jouet, en fait. En ce qui concerne les moyens, bon, je vous expose le travail tel que je le pratique. Il n'y a pas de guide de référence. C'est un travail qui réunit, selon les besoins, 2 ou 3 personnes. De toute façon, le narrateur, le demandeur d'asile, mais désormais je vais parler du narrateur, et l'écrivain, et si nécessaire, un interprète. C'est un travail qui demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est un travail qui demande plusieurs entretiens qui sont généralement fort longs, qui vont en moyenne, c'est 4 heures par entretien. Et entre les entretiens, il y a beaucoup de travail de mémoire pour le narrateur et de rédaction, d'analyse, parfois de recherche contextuelle, de recherche sur Google Maps, de recherche sur toute une série de choses et de préparation de l'entretien suivant pour l'écrivain.
J'ai l'impression qu'il y a un vide de service dans cette pratique. Or, elle ne nécessite pas tellement de prérequis. Il faut quelques capacités de base, et puis les connaissances, on les acquiert au fur et à mesure du travail. Donc j'ai l'impression que beaucoup de gens pourraient faire ce travail, soit occasionnellement pour un narrateur dans leur cercle de connaissances, soit plus régulièrement, comme je le pratique, à la demande soit du bouche, soit des personnes elles-mêmes, parce qu'il y a le bouche à oreille, soit d'avocats, soit de psychologues, ça varie, soit d'assistants sociaux des centres. Alors, quels résultats viser concrètement, hein, donc objectif général, objectif spécifique, résultat à atteindre, j'ai un esprit assez structuré comme ça, et comment procéder? Je voudrais d'abord attirer l'attention sur la diversité des situations. Le travail est sensiblement différent selon qu'il intervient lors d'une première demande d'asile, et là, idéalement, c'est avant même le petit interview à l'Office des étrangers, ou au minimum avant l'audition au CGRA. Dans ce cas-là, le travail est un travail qui concerne la narration du vécu et des craintes de la personne. À un stade de procédure ultérieur, tel qu'un recours au CCE, au Conseil du contentieux, ou une nouvelle demande d'asile, là, le travail acquiert deux dimensions. Il y a la narration du vécu et des craintes, mais il y a aussi un très gros travail d'analyse des motifs des refus antérieurs. Voyons d'abord le cas d'une première demande, donc le cas l'idéal hein, pour un écrivain comme moi. Là, le résultat visé va être un document qui retrace le récit personnel et singulier du candidat réfugié. En ce qui concerne la structure du document, ma pratique est de privilégier une structure qui reflète le déroulement de l'audition. C'est-à-dire de structurer au fond les choses en trois gros chapitres, les données personnelles, c'est-à-dire toute la vie de la personne, hein, sous tous ses aspects jusqu'aux événements qui l'ont décidé à fuir, sa naissance, les lieux, le cadre familial, le groupe ethnique, etc., toute sa croissance de la petite enfance à juste avant l'âge adulte, disons, ou à l'âge de jeune adulte, les lieux de vie, les lieux d'habitat, la scolarité, la religion, le travail, les activités sociales, les éventuelles activités politiques, les fréquentations, enfin absolument tout ce qui peut passer par la tête. La vie d'adulte plus mûr, sauf s'il s'agit d'un mineur, donc le ou les mariages, les séparations, les enfants, la vie professionnelle, tous les événements plus ou moins marquants de la vie, leur succession, les dates, etc. Deuxième gros chapitre, la fuite. Pourquoi et comment? Donc, quels sont les événements à l'origine du départ, les persécutions subies ou les menaces encourues, leur origine, leur déroulement, leurs protagonistes, et quelles ont été les réactions de la personne face à ces persécutions ou ces menaces. A-t-elle fait des efforts pour rester en sécurité au pays? Pour quelles raisons était-ce impossible? Enfin, là aussi, toutes les questions qui vont lui être posées au CGRA. Troisièmement, enfin, les craintes en cas de retour. Pourquoi la personne ne veut-elle pas retourner dans son pays? Comment sait-elle que les risques sont toujours là, sont toujours présents, que l'affaire n'est pas résolue? Quelles sont les dernières informations qu'elle a eues à ce sujet, etc. L'intérêt d'adopter une telle structure est triple à mon avis. D'abord, ça familiarise le narrateur avec la logique qui sera celle des officiers de protection au CGRA. Ensuite, ça l'aide à circonscrire les motifs particuliers qui l'ont décidé à fuir. Souvent, ce sont des gens qui ont quand même une vie absolument épouvantable pendant de longues années, et c'est pas toujours évident pour eux de discerner ce qui, à un moment, était vraiment trop et a motivé la fuite. Or, c'est aussi une question qui leur sera posée au CGRA. Sinon, l'auditeur va dire « Vous ne répondez pas à ma question », la personne sera déstabilisée et c'est mal barré. Troisième chose, enfin, encourager la personne, comme je vous disais, c'est pas évident, à penser à ce qui lui arrivera si elle doit retourner au pays, étant donné qu'elle sera interrogée là-dessus. Ça, c'était pour la structure. Maintenant, en ce qui concerne le vocabulaire et les tournures de phrases,
autant que possible collée à celle du narrateur, bien entendu. En ce qui concerne les contenus, personnellement, je ne cherche pas à tout détailler. Je crois que ce serait un petit peu même versé dans le voyeurisme en tant qu'écrivain, comme ça, de demander aux gens de détailler vraiment les pires horreurs qu'ils ont pu vivre. Je préfère avoir une certaine réserve. Et par contre, j'avertis le narrateur que le CGRA risque de lui demander ces détails. Comme ça, au moins, il est un petit peu prêt. Pour ce qui est de la présentation du document, je crois qu'il est vraiment très important en tête de chaque page du document final d'écrire récit de monsieur ou madame machin, document établi le telle date, sous toute réserve de compréhension du rédacteur. A priori, à ce stade de première demande d'asile au moins, le document n'est destiné que à la personne et, si elle le souhaite, mais c'est toujours le cas, à son avocat. Je ne pense pas qu'il soit pertinent à ce stade-ci que l'avocat transmette le document au CGRA pour ne pas ôter la spontanéité finalement des réponses. Et donc, il est important de mettre ça en tête, des fois que quand même, malgré tout, une page se... Déjà ou encore ? Encore 10, d'accord. Des fois qu'une page se perdrait, enfin, s'égarait quelque part au CGRA. Alors, comment procéder ? Bon, c'est juste 3 petites astuces. Disons, l'environnement des entretiens me paraît très important. Le lieu, je crois que c'est de préférence chez l'écrivain lui-même. Moi, c'est ce que je préfère, c'est recevoir les gens chez moi ou dans un autre lieu agréable. Il faut veiller au confort du narrateur. Là aussi, hein, il y a des petits trucs, de ne pas le mettre dos à une porte ouverte, enfin des choses comme ça. Et prendre de préférence des notes manuscrites. En tout cas, moi, c'est ma préférence. Je trouve que l'ordinateur fait obstacle, il y a un côté trop bureaucratique et je pense aussi que son usage pendant les entretiens ferait anticiper le travail de structuration de toutes les informations qu'on collecte, de toutes les déclarations, et qui est un travail qui intervient entre les entretiens. Les étapes du travail, ça, je vous ai donné la structure du document auquel je pense qu'il est utile d'arriver, mais les questions, c'est pas que les entretiens se déroulent suivant cette structure. Hein. Ça varie très fort d'une personne à l'autre de la façon dont elle se livre. Lors du premier entretien, en règle générale, en guise d'introduction, il faut expliquer au narrateur l'utilité, la teneur et les limites du travail qu'on va faire ensemble. C'est un travail de mémoire et de structuration des souvenirs pour le préparer aux interviews. Ça, c'est vraiment une mise en garde extrêmement importante et qu'il faut d'ailleurs souvent répéter. À l'audition, il ne peut pas être question pour la personne de réciter cette histoire qu'elle aurait comme appris par cœur. Il lui faut vraiment écouter les questions et répondre avec des paroles spontanées. La spontanéité de la parole est vraiment un des éléments essentiels pour apprécier la crédibilité la véracité et la crédibilité d'une déclaration. Il faut aussi, bien entendu, garantir la confidentialité de nos travaux. Hein. Son récit lui appartient. Moi, je n'en ferai jamais rien. C'est à lui de décider à qui il veut le communiquer. Et puis après, une fois que les choses sont bien claires, on commence. Alors là, le narrateur se présente comme il le souhaite. Ça dépend d'une personne à l'autre. Et s'il a du mal à commencer, je prends un point de départ assez simple. Par exemple, sa naissance. Et généralement, lors de cette première séance, on dessine un génogramme. C'est-à-dire un schéma qui situe le narrateur dans tout son milieu familial et éventuellement même relationnel plus large sur 2-3 générations selon ce qu'il connaît. Puis, pour l'écrivain, il y a la préparation du deuxième entretien. Il est généralement utile de préparer un tableau du temps. Le tableau est un tableau avec 13 colonnes, hein, une pour les années et les autres pour les mois. C'est généralement un très grand tableau comme ça, c'est généralement bien plus maniable qu'une ligne du temps, parce que là vous allez en couvrir tout votre salon, et d'y inscrire tous les événements que la personne a déjà évoqués lors du premier entretien, et aussi des repères, les dates du Ramadan, les dates de la fête nationale, les rentrées scolaires, enfin toute une série de repères extérieurs. Il faut rédiger et commencer à ordonner tout ce
que le narrateur a déjà raconté. Il faut aussi à ce stade se faire une liste des questions qu'il faudra approfondir pour améliorer la cohérence et la vraisemblance du récit. Relever tout ce qui semble insuffisant ou difficile à croire. En fait, il s'agit vraiment de se mettre dans la peau d'un officier de protection et de relever tout ce qui pourrait nous faire douter. Et puis, éventuellement, penser à des moyens supplémentaires d'étayer la mémoire de la personne, de faire ressurgir les détails. Par exemple, le souvenir le plus marquant de telle ou telle période. Enfin, là, il y a toute une série de choses auxquelles on pense au fur et à mesure. Deuxième entretien, même chose que le premier, le narrateur narre, l'écrivain questionne et note. Préparation du troisième entretien, de nouveau la même chose. On complète le document en cours de rédaction, on prépare une nouvelle liste de questions, et ainsi de suite, jusqu'au dernier entretien. Là, il s'agit de lire le document avec le narrateur pour s'assurer que tout est correct, et de donner... et de donner le document, de lui donner le document et de l'envoyer à son avocat pour l'information de celui-ci. Dans le cas d'un recours ou d'une nouvelle demande, là, comme je vous disais tout à l'heure, le travail a deux dimensions. Le travail de récit complet est généralement indispensable parce que les personnes concernées n'ont en général jamais eu précédemment l'occasion de bien se souvenir et de se raconter. Et à cela s'ajoute tout le travail relatif aux motifs du ou des refus antérieurs, la lecture et l'analyse des rapports d'audition et des décisions, et la discussion des motifs du refus avec le narrateur. Je crois que ce travail-ci est une condition vraiment nécessaire pour deux raisons. D'abord, pour adapter l'organisation du récit et ses contenus. Plus besoin peut-être de s'appesantir sur certains éléments qui n'ont jamais été mis en doute. Par contre, il est très utile d'approfondir des éléments qui ont été mis en doute et d'apporter des explications. Et puis, pour permettre à la personne de comprendre les raisons du refus et renforcer ses capacités de riposte, c'est ce que j'appelle l'appropriation de la procédure. Dans le cas d'un recours, Attendez, j'ai peut-être oublié de dire quelque chose là-dessus, la précédente, je ne sais plus. Non. Alors, donc, premier de ces cas qui ne sont pas première demande, un recours ou nouvelle demande. Dans le cas d'un recours, eh bien, on va essayer d'arriver à un récit complet, structuré comme on l'aurait fait avant l'audition, en ajoutant un chapitre. Donc, vous aurez ici données personnelles, fuite, et puis, avant les craintes, ma procédure. C'est-à-dire, comment s'est passée l'audition, comment le narrateur se sentait-il, qu'est-ce qu'il a pensé de l'interprète, il y a souvent des problèmes avec les interprètes, et puis ses réactions au motif du refus, une fois qu'on les lui lit, qu'est-ce que le CGRA n'a pas compris ou a mal interprété, et puis enfin donc le chapitre des craintes. Dans le cas d'une nouvelle demande, vous savez sans doute une nouvelle demande exige des éléments neufs, alors là le résultat, d'abord ça c'est une question, est-ce qu'un récit complet et détaillé peut-il être en soi un élément neuf? Bon, aux avocats de nous répondre. Et le document final intégrera ici 2 chapitres supplémentaires entre fuite et crainte, ma procédure et ma vie en Belgique depuis mon arrivée, et nouveaux éléments, parce qu'il importe d'étudier les nouveaux éléments avec la personne, reste-t-il. Je conclus. Le travail de récit peut être très utile, je crois, à plusieurs titres. Je vous rappelle les 3 objectifs spécifiques que j'ai mentionnés au début: aider le narrateur à reconstruire son histoire, mettre son récit par écrit à l'intention de son avocat. Dans le cas d'un recours au CCE ou d'une nouvelle demande d'asile, là il arrive que l'avocat juge pertinent de joindre le rapport à sa lettre d'accompagnement et contribuer à son appropriation de la procédure. Ça, on pourrait se dire que c'est en principe le travail de l'avocat, mais franchement, tous les avocats ne le font pas, bien loin de là. Mais aussi, ce sont des bénéfices secondaires peut-être, préparer la personne mentalement à l'audition, dans l'espoir qu'elle y soit un petit peu moins stressée, et élargir le cercle des personnes qui travaillent pour lui et en qui il peut avoir confiance. Je dirais élargir un petit peu son réseau optimiste et intégrateur. Et à cet égard-là, je voudrais souligner que personnellement, il m'arrive souvent, à la demande des narrateurs d'ailleurs, et quand l'avocat l'accepte bien sûr, on ne se pose jamais de problème, d'accompagner
le narrateur chez l'avocat lors du rendez-vous qui précède son audition. Il faut se rendre compte combien les gens ont peur même de leur avocat. Voilà, donc c'est un travail très chronophage qui demande l'investissement de bénévoles. Actuellement, à ma connaissance, peu de gens le font. Or, je crois que beaucoup de gens pourraient le faire, soit occasionnellement, soit plus régulièrement. Il n'y a pas beaucoup de prérequis nécessaires. Il faut des capacités d'écoute, des capacités de dialogue, des capacités de prise de notes, d'analyse, de synthèse et de rédaction. On est quand même nombreux à avoir ça. Et puis, les connaissances, elles s'acquièrent au fur et à mesure et elles s'apprennent. Si quelqu'un veut plus d'informations, veut discuter ou veut un petit peu d'assistance pour se lancer dans ce type de récit, j'ai mis là mon adresse mail. Je vous remercie.